Voilà, nos invités politiques vont nous rejoindre. Régis Juanico, bonjour, vous êtes député PS de la Loire. Michel Tabarot, bonjour, député UMP des Alpes-Maritimes. Alors le mot du jour, si vous voulez bien le partager avec moi, c'est peut-être désorienté. Après la conférence de presse de François Hollande, on a l'impression que de part et d'autre de cette table, à droite comme à gauche, dans l'opposition et dans la majorité, on est un peu désorienté. On entend une gauche de la gauche dire bon, on verra bien, il faut bien y aller, on fait partie de la majorité. On entend une opposition qui a des positions très diverses, de Jean-Pierre Raffarin, qui semble pratiquement s'enthousiasmer de la conférence de presse de François Hollande, jusqu'à Jean-François Copé, qui est beaucoup plus sévère. Alors est-ce que vous, autour de cette table, vous êtes un peu désorienté sans langue de bois? Moi, pas du tout. Je pense vraiment que depuis 18 mois, on est dans la poursuite des objectifs qui étaient fixés au début du quinquennat de François Hollande. Vous allez nous dire qu'il n'y a pas de virage, que c'est exactement la poursuite de la politique? Non, il y a une accélération, il y a un approfondissement, mais il faut voir que depuis le début, les objectifs, c'est bien la reprise économique, la croissance et essayer d'inverser la courbe du chômage. Pour l'instant, il n'y a qu'une stabilisation et on n'est pas encore, en termes de politique de l'emploi, au bout des résultats. Donc, il y a une accélération des outils, mais enfin, ce qui a été mis en place depuis maintenant 18 mois par cette majorité et par ce gouvernement, on voit quand même qu'il y a une forte continuité. Si vous prenez le crédit impôt compétitivité emploi, qui était 20 milliards d'abaissement de cotisations sur les entreprises, on rajoute l'abaissement des cotisations familiales. La nouveauté, ça va être que, alors qu'on avait fléché le crédit d'impôt compétitivité emploi, on avait dit il ne faut pas que ça serve à augmenter les hautes rémunérations ou les dividendes, il faut que ça serve les investissements, les rémunérations, l'embauche. On avait simplement fléché. Là, il y aura des vraies contreparties. C'est la nouveauté du pacte de responsabilité. C'est pas comme ça que de le MEDEF François Hollande, le dit, où il y aura une négociation entre partenaires sociaux, mais il y aura un fort aussi contrôle de la part des parlementaires, en particulier sur les contreparties des entreprises, au fait qu'on abaisse leurs cotisations Donc c'est pas un familiales. tournant libéral, au contraire, vous nous dites l'inverse là aujourd'hui. Non, c'est social-démocrate au sens où c'est un compromis social. On s'appuie beaucoup sur la négociation des partenaires sociaux et en même temps, on accélère le rythme aussi pour aller plus vite vers la croissance et vers des résultats sur l'emploi. Michel Tabarot, votre lecture? Bon, je pense que la gauche est un petit peu mal à l'aise aujourd'hui par rapport à une campagne électorale qui a été très à gauche. Il fallait rassembler les familles autour de François Hollande. Des décisions de début de mandat qui ont bien montré bien le sectarisme sur un certain nombre de sujets. Entre autres, on avait voté la TVA anti-délocalisation avec la baisse des charges. Ça a été annulé pour revenir 18 mois après et faire des propositions dans ce sens. Donc on avait un président de la République qui pensait que la solution au chômage, c'était les emplois publics et qui en a développé énormément, alors que nous, une nouvelle fois, nous avons rappelé que ce sont les entreprises qui peuvent créer des emplois. Donc 18 mois après, on a surtout un président qui est rattrapé par la réalité. On a un constat d'une situation difficile pour notre pays et le président qui essaie de trouver des portes de sortie. Je rappelle quand même sur les entreprises, il les a taxées de 20 milliards d'euros là, en 18 mois, 30 milliards sur les ménages, donc une pression fiscale très très lourde. Alors oui, il y a eu la découverte du CICE avec une volonté pas très financée, pas très claire au niveau du financement, eh bien de baisser les charges pour les entreprises. Et maintenant, donc, c'est 10 milliards supplémentaires, parce qu'on nous a annoncé 30 milliards, mais en réalité, c'est 10 milliards supplémentaires pour baisser les charges. Donc voilà, il y a un manque de crédibilité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense que d'un côté, certains de nos amis se disent qu'il a compris que c'était les entreprises qui créaient voilà, les emplois dans le pays et donc qui pouvaient nous aider dans cette période difficile. Donc c'est cette prise de conscience qu'on peut saluer, mais quelque part, où est la crédibilité? Quelqu'un qui nous a annoncé qu'on allait inverser la courbe du chômage alors que c'est pas le cas, de quelqu'un qui a tapé sur les entreprises pendant des mois et qui se réveille aujourd'hui. Voilà, donc on est effectivement très peu sûr de ce qui va être mis en œuvre. Vous avez été un peu pris à contre-pied quand même, on l'a vu avec les différentes réactions de l'opposition hier quand même. C'est difficile de se positionner par rapport
un président qui finalement, j'ai même lu hier dans un journal de la presse régionale, je crois, Sarkozy l'a rêvé, Hollande va le faire. Alors, majoritairement, nos amis ne croient plus à François Hollande. Il y a un manque de confiance et les Français non plus. Enfin, quand je dis nos amis, parce qu'on se fait l'écho de ce qu'on entend sur le terrain, les Français sont particulièrement inquiets. Alors, bien sûr, nous allons mettre en place plusieurs comités Théodule pour essayer de surveiller les avancées de chaque chose, mais on a perdu beaucoup de temps. On avait cette baisse de charges sur les entreprises qui était votée, cet effort de 13 milliards qui était fait. Oui. La première décision, sur les ménages. la première décision vous avez augmenté la TVA, donc vous Très êtes peu. On a aussi baissé dans certains vous êtes secteurs. bien mal placé là pour en Ouais, parler. On l'a fait immédiatement pour Ouais. mettre en place un véritable effet efficace pour les entreprises. On a laissé, vous avez laissé cette situation pendant 18 mois, aujourd'hui pour dire que finalement, il faut augmenter la Réponse TVA. d'Olivier C'est ce que vous avez fait au Pendant 1er 18 janvier. mois, ce gouvernement, il a fait énormément de réformes. Et d'ailleurs, c'est des réformes pour lesquelles la droite, l'opposition s'est opposée. Bon, donc on ne peut pas dire qu'il y a un tournant. Il y a cet acquis des 18 mois. Je prends ce qui s'est passé sur la réforme qui donne la priorité à l'éducation nationale et la refondation, la question des retraites, la pénibilité au travail, etc. Bon, donc il y a tout un tas de réformes qui ont été engagées. L'essentiel, ça a été quoi? Ça a été de redresser d'abord les finances publiques, parce qu'on a trouvé une situation très dégradée, la dette, les déficits publics, un déficit commercial record, donc il fallait remettre notre pays sur une trajectoire de finances publiques qui nous permettent d'avoir de nouveau des marges de manœuvre. Et puis la grande différence quand même de ce que nous proposons dans ce pacte de responsabilité, dans ce pacte social, notamment aux entreprises, mais aussi aux salariés, faut pas les oublier, c'est que là, il n'y aura pas de transfert de fiscalité vers les ménages. Alors justement, c'est là, parce que quand on dit baisse des charges, voilà, quand on dit baisse des charges d'un côté, quand on dit que la politique familiale ne sera plus portée par les entreprises, évidemment on peut penser que ça va être un transfert vers le particulier. Et là, ça voudrait dire hausse d'impôts. Le président de la République dit c'est terminé, hausse d'impôts, impossible. Donc les dépenses, la clé est là, la réduction des dépenses. On n'a pas donné de chiffres, on n'a pas donné de pistes très précises. Est-ce que vous en savez plus, Régis Juanico? Oui, bien sûr. Alors, il faut bien évidemment un équilibre. La maîtrise des dépenses publiques, c'est à la fois ce qu'on a engagé cette année, 15 milliards d'économies, alors en particulier sur les dépenses de l'État, mais je l'ai dit, sur les dépenses de l'État, il faut d'abord clarifier ce que sont les missions de l'État, recentrer le travail de nos agents des services déconcentrés, de l'administration centrale sur leurs vraies tâches, leur simplifier la vie aussi administrative, ça les concerne aussi, puisqu'en termes de réduction de postes, ça sera difficile d'aller bien au-delà de ce qu'on a déjà fait. Et puis il y a des priorités aussi à financer. On a parlé d'éducation. Si il y a pas de réduction de postes, on économise de l'argent comment? Eh bien, en évitant les doublons, en évitant de faire que l'administration de l'État fasse la même chose que certaines collectivités locales. Alors ça veut dire qu'on remet en cause donc l'organisation même du pays. Clarifier les compétences. On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. On a voulu maintenir un petit peu cette clause de compétence générale qui permet aux collectivités de faire tout. Finalement, et on voit qu'il y a des choses qui sont faites par différents niveaux de collectivité. Régionale ce matin, enfin je sais que vous prenez le temps d'écouter aussi vos administrés, si je puis dire, et LCP, mais on s'aperçoit que dès qu'on touche à une région, dès qu'on touche à un département, dès qu'on envisage un changement, on l'a vu pour l'Est de la France, on l'a vu depuis longtemps pour la Normandie, dès qu'on évoque cela, on se trouve face à des blocages. Vous qui êtes sur le terrain, Michel Tabarot par exemple, dans les Alpes-Maritimes, est-ce que vous pensez que c'est un vœu pieux tout ça, ou qu'on peut arriver à bousculer, même les élus socialistes sont parfois vent debout, Jean-Marc Ayrault, pour Nantes par exemple, sont vent debout contre ces évolutions. Quel est le miracle qui va faire qu'on va y arriver pour enfin économiser ce dont on a besoin pour réduire les déficits publics? Juste dire à Régis Juanico, que je suis quand même très inquiète du financement, et c'est pour ça aussi que nous réagissons contre ce qui est proposé. Le financement aujourd'hui, c'est très flou. Le financement de la branche famille, vous n'en parlez pas. Sur les économies, on voudrait essayer de faire baisser le train de vie de l'État, le train de vie des collectivités, la réorganisation territoriale. On ne sait pas à quoi ça va correspondre réellement. C'est loin d'être fait. Donc, autant d'incertitudes qui nous montrent bien que le soutien pour les entreprises n'est pas pour demain matin. Voilà. Sur la réorganisation territoriale, moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que nous avions voté un texte sur le conseiller territorial qui nous permettait de réduire les élus locaux
assez considérablement puisqu'on en supprimait 2000. Lorsque la gauche est arrivée, elle a changé ce texte, elle a décidé bien de définir des territoires. Alors il y a une démarche électorale qui n'aura échappé à personne pour favoriser la gauche sur la victoire des élections départementales, mais également de doubler le nombre de conseillers généraux. C'est-à-dire qu'on aura un homme et une femme et 2 personnes présentes à chaque cérémonie de chaque commune. Donc c'est pas comme ça bien qu'on montre l'exemple sur un territoire qu'on doit maintenant élargir et rendre plus efficace et moins coûteux. C'était une réforme qui amenait plus de confusion, puisque les conseillers généraux étaient à la fois aussi conseillers régionaux. C'est un premier pas vers une fusion. Qu'il y a des échelons pertinent, mais il faut simplement qu'ils aient des compétences exclusives, qu'on n'ait pas 2 niveaux de collectivité qui fassent la même chose. Les régions aujourd'hui, alors certaines, il faudra peut-être que leur taille évolue, bien évidemment, mais c'est pas qu'une question de taille. Si j'en crois M. Mandon ou le président Hollande, c'est pas peut-être. C'est que si on veut, il faut bien réduire un peu le millefeuille si on veut faire des économies. Et chacun trouve des raisons de freiner un peu. Surtout, c'est leur donner des compétences claires, développement économique, aménagement du territoire, mais formation une fois qu'on a dit ça, il faut prendre des décisions de suppression. Oui. Mais il faut éviter que les autres niveaux de collectivité, les départements ou les intercommunalités ou les communes, fassent aussi la même chose, par exemple, sur le développement économique. Donc, au département, l'action sociale de proximité et la solidarité dans le territoire départemental, c'est quand même très important. Et puis, l'intercommunalité, c'est toutes les actions de vie quotidienne. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on ne pourra pas avoir un seul modèle et schéma qui est valable pour l'ensemble du territoire. Je veux dire, les métropoles, c'est surtout les grandes aires urbaines. Et il faut penser aux territoires ruraux. Donc il faut aussi trouver, je pense, il faut peut-être imaginer aussi des pôles territoriaux d'équilibre qui soient aussi adaptés au monde rural. Il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si le téléspectateur et le citoyen comprend bien tout ce message. Région, département, intercommunalité. Ouais, ça fait beaucoup. Et puis, dans le milieu rural, il faut bien aussi que... c'est pas les métropoles dans le milieu rural, donc il faut bien qu'ils aient aussi un schéma adapté. Dans notre logique, nous avons proposé la fusion des départements et des régions. C'est-à-dire le premier pas, c'était le conseiller territorial qui effectivement avait une double casquette, la réduction des élus, la réduction des collaborateurs et dans un deuxième temps, fusion des départements et des régions avec référendum pour que les habitants, une fois que ça a été bien expliqué, puissent se positionner. Alors, on va faire un peu plus de politique avec un peu plus de recul. Est-ce que ce positionnement social-démocrate tout à fait assumé, ces réactions par exemple de M. Mélenchon, qui est d'une violence importante, puisqu'il dit que c'est le plus grand coup de barre à droite de la gauche depuis Guy Mollet, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut déboucher tout ça sur une recomposition du paysage politique à long terme? Est-ce que François Hollande ainsi fait un petit clin d'œil du côté du centre? Non, pour moi, je le vois comme une mobilisation patriotique, au sens, on se met ensemble, on se mobilise ensemble. Aujourd'hui, les entreprises, les salariés, les forces politiques qui le souhaitent, et on verra comment les uns et les autres se positionnent par rapport à la déclaration du Premier ministre de politique générale sur laquelle il va engager sa responsabilité. On se mobilise sur un objectif qui est effectivement le redressement productif du pays et le fait effectivement de donner à nos entreprises les possibilités aujourd'hui à la fois de créer de l'activité beaucoup plus et Ma question est plus large. Le centre, est-ce que c'est un clin d'œil au centre? Vous parlez de cette... de ce vote de l'Assemblée, on n'attend pas beaucoup de surprises. La gauche a déjà annoncé, oui, on votera évidemment, les écologistes vont voter, l'UMP, je peux vous le dire aujourd'hui, votera contre. Voilà, ça, c'est pas ça qui va faire le changement de... Mais est-ce que vous pensez que politiquement, ce qui s'est passé dans cette conférence de presse, le positionnement du président de la République aujourd'hui peut ébranler un peu les équilibres actuels? Je ne pense pas sincèrement, dans la mesure où les annonces qui sont faites et le travail qui est fait ne nous laissent pas espérer un véritable coup de barre libéral. On est dans le discours, au moment où on annonce une baisse de charges pour les entreprises, on annonce la création de 50 000 emplois publics aussi. Donc voilà, on a parlé d'économique, très concrètement, pour financer les économies, elles ne sont pas là, on n'a pas les moyens de financer cette politique. Donc je pense que malheureusement les observateurs constateront que cette dynamique qui est prévue, c'est bien, ça vous permet de garder l'aile gauche de votre famille. Vous voyez, c'est assez terrible. Vous êtes heureux que les propositions du président de la République ne marchent pas et donc qu'elles ne se mettent pas en application. Qu'elles s'amplifient, voilà. Ouais. Enfin, moi, on a
besoin pour ce pays véritablement de prendre conscience de ceux qui sont créateurs de richesses et ceux qui sont créateurs de richesses et qui peuvent nous aider dans cette période, ce sont les entreprises. Sur le positionnement politique des uns et des autres, je crois que les premières déclarations hier l'ont montré. Hervé Morin n'y croit pas. Bon, Jean-Louis Borloo a laissé une porte ouverte sur un constat. Mais Jean-Louis Borloo, une porte ouverte, voilà. Jean-Pierre Raffarin, une Non, porte ouverte. mais c'est sur le constat d'avoir ce sentiment qu'à un moment donné, alors qu'on a tellement tapé sur les entreprises, que c'était les grands méchants de notre société, on a réalisé, voilà, que les entreprises avec les salariés et les chefs d'entreprise créaient une véritable dynamique dans notre pays. Oui, mais on va leur demander des contreparties. Il ne On sera l'a pas bien un chèque en blanc. Ce sera pas un engagement. On l'a bien compris, pour rassurer L'Observatoire notamment des les syndicats ou pour répondre à la une de l'UMA de ce matin. Michel Tabarot, je rappelle que vous êtes député UMP des Alpes-Maritimes, Régis Juanico, député PS de la Loire. Je vous remercie d'avoir entamé cette journée avec nous, d'avoir accepté notre invitation.